Vous avez peut-être déjà longé ce domaine étrange depuis le tramway, dans le 14e arrondissement de Paris. Des drapeaux du monde entier et des bâtiments qui semblent sortis d'époques différentes, avec un parc immense au bord du périph'. Et vous êtes passé devant sans vraiment savoir ce que c'est, parfois sans même vous être demandé ce que c'était. Ce lieu, c'est la Cité internationale universitaire de Paris, la CITU comme l'appellent les Parisiens. Et bien plus qu'une simple résidence étudiante, c'est l'une des utopies les plus folles que Paris ait jamais abritées. Alors aujourd'hui, on va décortiquer son histoire, son architecture, ses contradictions, car derrière ces façades réside un siècle de politique, de guerre et de rêves fracassés. « 1918. La Première Guerre mondiale vient de s'achever et l'Europe est dévastée. Pas seulement physiquement, mais aussi moralement. Les gaz de combat, l'artillerie industrielle, l'aviation et plus généralement la technologie ont transformé la guerre en une hécatombe humaine à une échelle que personne n'avait pu anticiper. Et tous se promettent de ne plus jamais revivre un tel événement. C'est la DER des DER. Dans ce contexte, un courant pacifiste puissant traverse l'Europe. L'idée s'impose, il faut rapprocher les peuples, créer des liens entre les jeunes générations, faire en sorte que les futures élites du monde se connaissent, se comprennent avant de se faire la guerre. C'est dans cet élan que deux hommes vont frapper d'un grand coup. André Honorat, ministre de l'Instruction publique, et Paul Appel, recteur de l'Université de Paris, qui imaginent un projet fou. Construire un immense domaine de résidence étudiante à Paris, où des jeunes du monde entier cohabiteraient. Un campus international, une sorte de mini-ONU avant l'heure. Néanmoins, deux obstacles immédiats vont freiner les deux hommes. D'abord, le choix du terrain. On choisit le sud de Paris, dans le 14e arrondissement, là où se trouvaient les anciennes fortifications de Thiers, ces remparts qui faisaient le tour de la capitale. Et la zone, cette ceinture de bidonvilles miséreux qui entourait Paris. Le second obstacle est d'ordre monétaire. La France sort ruinée de la guerre. Hors de question de compter sur les finances publiques. Il faut des mécènes. Et là, les deux hommes ont une idée. Ils approchent Émile Deutsch de la Meurthe, un riche industriel alsacien qui fit fortune dans le pétrole. Philanthrope convaincu, il administre les habitations bon marché de Paris et est trésorier du comité des orphelins de France. Il dit oui, mais à une condition, que la première fondation porte son nom et celui de sa femme, Louise. Ainsi, la fondation Émile et Louise Deutsch de la Meurthe est inaugurée en 1925. Conçue comme un petit village, avec une place centrale, une chapelle et des bâtiments à taille humaine, cette fondation a été aménagée pour les étudiants venus de la province montant à Paris. Les années suivantes, le projet prend de l'ampleur. D'autres mécènes, d'autres gouvernements, d'autres pays signent. De nouvelles maisons sortent de terre, chacune financée et construite dans le style architectural du pays qu'elle représente. La CITU devient un catalogue vivant des architectures du monde, un musée à ciel ouvert sans en avoir l'air. La Maison du Japon, inaugurée en 1929, en est l'exemple parfait. Construite sur un terrain étroit, la solution fut radicale. On élève le bâtiment avec une architecture qui s'inspire directement des constructions traditionnelles japonaises. C'est l'un des bâtiments les plus emblématiques et les plus impressionnants de la cité universitaire. Puis vient la Maison internationale, la pièce maîtresse du campus financée intégralement par John D. Rockefeller Jr., l'un des hommes les plus riches du monde, qui met la main à la poche pour construire une résidence étudiante à Paris, et cela montre que le projet a clairement dépassé le stade du rêve local. Mais avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter sur l'une des règles fondatrices de la cité universitaire, que la plupart des gens ne connaissent pas, et qui est peut-être l'un des éléments les plus radicaux du projet. Chaque maison est en fait obligée d'accueillir au minimum 30% de résidents d'autres nationalités que la sienne. La Maison du Japon loge donc des Français, des Brésiliens ou des Sénégalais. Et toutes ces maisons ne sont donc pas des mini-écosystèmes interdépendants, ni des mini-reproductions de communautés, mais sont des lieux de brassage culturel. Tout semble bien parti pour la cité universitaire. Mais malheureusement, le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. La cité est réquisitionnée par les militaires allemands et est transformée en caserne. Les armées alliées feront d'ailleurs de même à la Libération. Les bâtiments sont endommagés et certains membres du personnel sont traqués par Vichy. C'est notamment le cas de l'archiviste au sein de la Maison internationale, Camille Bloch, qui est mise à pied dès l'automne 1940. La loi d'aryanisation frappe même directement la fondation Deutsch de la Meurthe au titre d'association juive. Il
faudra attendre les années 1950 pour que la cité retrouve son état d'avant-guerre. Mais quand elle redémarre, c'est avec une nouvelle énergie. La cité U d'après-guerre n'est plus tout à fait la même. Elle veut s'étendre, construire et affirmer encore plus fort son projet. Mais l'esprit a changé et les nouvelles maisons ne ressemblent plus aux premières. Dans un premier temps, on en finit avec le style régionaliste candide des années 1920. Fini les petits villages, on est dans l'après-Hiroshima, dans la guerre froide et dans un monde qui doute de lui-même. Et cela se ressent directement dans l'architecture. Ainsi, la cité U devient un laboratoire pour les architectes et urbanistes de la période. Des États-Unis qui est là à notre gauche. À droite, au contraire, en face, c'est quelque chose de très moderne qui est le pavillon du Mexique. En particulier pour les adeptes d'un courant, le brutalisme, ce style des années 1950 qui prône le béton brut, les formes massives et la structure apparente. Porté par des figures comme Le Corbusier, c'est un style qui ne cherche pas à plaire. Il cherche à être honnête, parfois froid et souvent radical. Le Corbusier n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai ici. Il avait déjà signé le pavillon suisse en 1931, l'une de ses premières expérimentations sur pilotis, aujourd'hui classée monument historique. Mais c'est la Maison du Brésil, co-réalisée avec l'architecte brésilien Lúcio Costa entre 1957 et 1959, qui est son œuvre la plus emblématique sur le campus. Béton apparent, jeu de couleurs vives sur les logias, forme géométrique brute, c'est du pur Corbusier. Tellement pur d'ailleurs que Lúcio Costa, le commanditaire initial, a refusé d'y associer son nom tant Le Corbusier avait modifié son projet original. Elle sera classée monument historique en 1985. Autre chef-d'œuvre de cette période, et sûrement l'un des plus spectaculaires de tout le campus, la Fondation Avicenne, anciennement Maison de l'Iran. Conçue par Claude Parent et André Bloch, et inaugurée en 1969, c'est l'un des rares exemples en France d'édifices suspendus à une macrostructure. 3 portiques d'acier de 38 mètres de haut portent 2 blocs de 4 étages dans le vide. Et sur la façade, un escalier en double spirale inversée, conçu comme une sculpture. Le mastodonte est visible et souvent remarqué depuis le périphérique. Elle sera aussi classée monument historique en 2008. Mais la Cité U n'est pas seulement un laboratoire architectural, elle est aussi, et de plus en plus, un espace politique, et souvent malgré elle. Et c'est là qu'il faut s'arrêter sur une ironie profonde que ses fondateurs n'avaient probablement pas anticipée. Dans les années 1930, plusieurs maisons sont construites dans une logique ouvertement coloniale. La résidence Lucien Paille, anciennement Maison de la France d'Outre-mer, est conçue pour former les élites des territoires colonisés, de futurs cadres au service de l'Empire français. L'idée, les amener à Paris, les former et les renvoyer chez eux pour administrer les colonies. Sauf que ces élites, une fois passées par la Cité U, nourrissent des idéaux de liberté et d'indépendance qui circulaient dans ces murs. Léopold Sédar Senghor, futur premier président du Sénégal, a résidé à la cité universitaire, de même que Habib Bourguiba, futur premier président de la Tunisie. La Cité U, pensée pour consolider l'influence française dans le monde, a paradoxalement formé les hommes qui ont défait l'Empire. C'est là l'une des contradictions les plus vertigineuses de ce lieu. Cette politisation atteindra un autre paroxysme pendant la montée des Khmers rouges au Cambodge. Des tensions violentes éclatent à la maison du Cambodge, avec un pic, lorsque se produit le meurtre d'un étudiant. L'utopie pacifiste de Nora et d'Appel est confrontée à sa limite la plus brutale. Aujourd'hui, la Cité U est au plus près de l'objectif utopique fixé par Paul Appel et Honora dans les années 1920. Avec près de 12 000 résidents par an, provenant de 150 nationalités différentes, répartis au sein de 47 maisons sur 34 hectares, c'est tout simplement le plus grand site de résidence étudiant en Île-de-France. Et elle n'a pas renoncé à grandir. En 2013, la Cité signe une convention avec la ville de Paris et l'État. C'est le projet Cité 2025. Au programme, la rénovation des maisons vieillissantes et la construction de 10 nouvelles maisons. La Fondation Avicenne, fermée depuis plus de 15 ans, est enfin réhabilitée et a réouvert en 2024. De nouvelles maisons sortent de terre, comme la maison de la Tunisie, dit pavillon Habib Bourguiba avec sa façade enveloppée de calligraphie arabe, visible depuis le périph'. On peut aussi citer la maison de l'Égypte, couverte de hiéroglyphes, et la future maison de la Chine, 100% éco-responsable, qui attend encore le feu vert de Pékin pour être ouverte. La cité reste aussi fidèle à ses valeurs dans les moments de crise. Quand la guerre éclate en Ukraine en 2022, elle crée une maison de l'Ukraine virtuelle, sans bâtiment propre, financée par des dons et des NFT et dessinée par l'architecte Jean-Michel Villemotte. Le résultat est concret, 140 étudiants et chercheurs ukrainiens sont accueillis sur le campus.
Mais soyons honnêtes, cette utopie a ses limites et elles sont concrètes. Pour résider à la CTU, il faut être inscrit en master minimum, ce qui exclut de fait les étudiants en licence. Or, ce sont souvent les plus jeunes et les plus précaires. Ceux-là même que le projet originel voulait protéger. Deutsch de la Meurthe rêvait de logements salubres pour les étudiants précaires. Un siècle plus tard, la CTU est davantage un lieu pour les doctorants et chercheurs internationaux que pour l'étudiant de L1 qui monte de province. La contradiction avec le projet fondateur est réelle. La CTU est le reflet d'un siècle. De par ses bâtiments et leur histoire, elle dit tout à la fois de l'utopie pacifiste de l'après-Première Guerre mondiale, de l'ambition coloniale de la France des années 1930, du pessimisme brutaliste de l'après-Seconde Guerre mondiale et des contradictions d'un projet humaniste confronté à la réalité. Elle a abrité des futurs présidents et des révolutionnaires, survécu à une guerre mondiale et continue d'accueillir le monde imparfaitement mais obstinément. Dans un monde où la géopolitique n'a jamais semblé aussi tendue, où les frontières se referment, où la méfiance entre nations s'installe, qu'est-ce que ça veut dire maintenir une telle utopie ? Est-ce naïf ? Est-ce nécessaire ? Est-ce les deux à la fois ? C'est peut-être ça la vraie question que pose la CTU, et elle n'a pas fini d'y répondre.